cette opération extrêmement audacieuse, réussie du point de vue des Ukrainiens, puisqu'ils ont réussi à battre le numéro 2 de la marine russe, ce qui est évidemment un coup majeur. À tout de suite. Ah non, alors voilà, on le voit tout de suite, on le voit tout de suite ici, regardez, c'est ce général de la marine russe tué à Koursk, probablement lors d'une frappe de HIMARS. Il faut s'attarder un instant pour bien comprendre l'importance de ce général. Donc il s'appelle Mikhail Gudkov, il a été tué dans la région de Koursk, c'est le ministère russe de la Défense qui le confirme. Un mot d'abord sur l'importance du personnage, c'est un personnage très important dans l'organigramme russe. Très important, d'abord parce que le poste est très important pour la Russie, la composante de la marine nationale militaire, c'est une des principales composantes stratégiques parce que c'est elle qui a les sous-marins portent les missiles nucléaires. Elle est là aussi une des plus grandes flottes militaires du monde. Et donc, numéro 2 qui commence cette flotte, bien évidemment, c'est quelqu'un d'important. Et surtout, l'importance aussi de cette perte, c'est que cette personne a été appointée par Poutine il y a quelques semaines. Oui, regardez les images, puisqu'on a effectivement les images, c'est-à-dire c'est ce moment où Gudkov, donc, qui est l'ancien commandant de la 155e brigade de marine de la garde séparée de la flotte du Pacifique, est nommé numéro 2 de la marine. C'était en mars 2025. En effet, on est maintenant en juillet. Mars à juillet. Regardez. Écoutez, regardez la scène. Mais en scène, cette histoire. Donc, ils sont dans le sous-marin qui vient d'être lancé. Donc, Poutine a parlé avec l'équipage et comme par hasard, vous savez, on dit parfois en Russie, il y a un piano dans les buissons. Et donc le piano dans le buisson, c'était le fameux Gudkov qui était là. Et Poutine lui dit, tiens, vous allez changer de poste. Ça, c'est un coup. Hein. J'imagine que pour une armée, un chef, c'est le chef des fusiliers marins, parce que sinon, il aurait le titre d'amiral. Hein, dans la flotte, normalement, des amiraux, et les Russes ne font pas exception. Et donc, j'imagine, et vu sa tenue, et vu sa chemise, la rayée, je passe sous votre contrôle, madame, à Saint-Pétersbourg, vous devez savoir ça. Je pense que c'est le chef des fusiliers marins, c'est-à-dire l'équivalent des Marines aux États-Unis. 155e brigade qui s'est excellée dans les tortures à Mariupol, qui a la néfaste réputation des tortionnaires. Donc cette promotion de Poutine, c'était aussi la glorification des méthodes de guerre qu'il déploie sur le sol. Pour un chef d'État en exercice, il faut s'imaginer, c'est-à-dire qu'il a reçu, ce jour-ci, c'est le jour où il a reçu le coup de fil de Trump, c'est très valorisant pour lui, mais c'est aussi le jour où il perd le numéro 2 de sa marine. Il a honoré le numéro 2 de sa marine, mais là qui pour le coup, Escalité est bien un amiral, si je comprends bien. C'est bien ça. Voilà. Donc, et on se demande que fait un amiral à Koursk, ou alors la mer a bien monté depuis très longtemps. Et donc, pourquoi on l'appelle général? Ça prouve vraisemblablement aussi que la marine est tellement déshonorée qu'une partie des marins doit être réemployée, des troupes de marine. À l'Extrême-Orient. Mais sur le coup porté. Alors sur le coup porté, c'est énorme, mais on se souvient que vous savez en 2023, en novembre 2023, il me semble bien qu'il y avait l'amiral Sokolov qui était le patron de la marine de la mer Noire, qui a été tué d'une frappe également. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, ils avaient truqué, on l'avait montré à l'hôpital, il y avait avec des images truquées, etc. Et en fait, on ne l'a jamais revu. Et ça doit être, je sais pas combien, le 10 ou 15e officier général qui meurt depuis le début de la guerre, facilement. Justement, ils montrent leur capacité, un peu comme les Israéliens, de faire des éliminations ciblées de militaires, sans trop de dégâts autour, pas sur les civils, à la défense des Russes. C'est très important, ces capacités, notamment parce que ils sont dans une position un peu de David et Goliath, de pouvoir les trouver, les éliminer de manière à quand même poser des soucis. C'est un renseignement, c'est vrai, Elisabeth a raison, c'est un renseignement incroyablement précis qu'ont les Ukrainiens, parce qu'en fait, je crois qu'ils avaient l'endroit même du poste de commandement de ce général. C'était un poste de commandement qui était visé, il n'était pas seul à être eu les coordonnées. On se souvient, ils ont eu les coordonnées de ce poste de commandement et ils ont réussi à envoyer, je ne sais pas si ils ont envoyé un drone ou un missile dessus. C'est un HIMARS apparemment. Juste dessus, c'est quand même. Ça, c'est forcément du human, c'est de renseignement humain. Comme le Mossad en général, il faut quelqu'un sur place pour dire go, il y est. Donc il y est à ce moment-là. Il y a une taupe, ou bien il y a une résistance très bien organisée dans la région qui est capable d'observer. Un coup de téléphone capté. Ça peut être des coups de téléphone, ça peut être des drones. On sait que pour Nasrallah, il y avait aussi des petits drones. Et c'est une nouvelle abominable pour Poutine parce qu'il a mis en scène la nomination de ce général. Et en plus,
quasiment au même endroit, ils ont perdu le numéro 2 de la flotte de la mer Noire, un vice-amiral. Cette fois-ci, parce que c'est un vrai marin. Et puis, ils ont perdu aussi un commandant d'une brigade aussi sur le front de l'Est. Et donc, là, quand vous avez tous ces militaires au gradé, ça cause quand même Sergueï, l'effet militaire. Quand vous dites il a mis en scène, écoutez bien cette scène, parce que c'est pas seulement une scène qui a été filmée comme ça. Non. Il a pris la parole pour honorer particulièrement celui qui, pour lui, était un des militaires les plus prometteurs. Et comme le ministre de la Défense et le chef de l'état-major général pense que votre expérience devrait être reproduite dans d'autres unités, j'ai pris la décision de vous transférer à un autre poste, d'élever le niveau de vos responsabilités. Vous êtes promu au poste de commandant adjoint de la marine russe. Oui, camarade commandant en chef. Dans le sous-marin. Voilà, on est là dans le sous-marin pour un chef d'État. Voir tuer quelqu'un qu'on a honoré 2 mois plus tôt, c'est un coup très direct que les Ukrainiens ont réussi contre lui. Oui, c'est un coup très direct. Ça prouve qu'en fait, le souhait de Poutine et le souhait des généraux russes, qui ont sans doute menti au président Poutine, de dire que le front ukrainien allait s'effondrer et que donc il ne fallait pas accepter l'offre américaine de cesser le feu, que c'était une question de semaines, un peu comme le front français, comme Foch disait à Pétain, bah non, il faut attaquer parce que les Allemands vont s'effondrer. Et c'est vrai qu'ils se sont effondrés. Foch a attaqué le 18 juillet et le 8 août 1918, les Allemands, le front s'est effondré. Et bien c'est ça qu'ils attendent. Et là, on voit en fait que les Ukrainiens ne sont pas du tout prêts à s'effondrer. D'ailleurs, ils ne perdent pratiquement pas de terrain. Et surtout, ils réussissent des coups extraordinaires en ingéniosité, en audace, en qualité du renseignement militaire. Et là, très clairement, dans ce grand show de cette guerre, ils sont en ce moment meilleurs que les Russes. Est-ce que c'est un message pour dire on se rapproche de Poutine lui-même? Il faut rappeler ce que disait Skibitsky, numéro 2 du renseignement militaire ukrainien, en 2023 déjà. Quelle est la première cible sur votre liste? On pose la question à Skibitsky. Poutine, réponse. Poutine qui coordonne et décide de tout. Donc en réalité, les services ukrainiens, déjà de la même façon que les services israéliens ont dit c'est ça. On veut tuer Khamenei. Mais ils font exactement dans la même stratégie, c'est-à-dire on sait où vous êtes, un jour on arrivera à vous, mais petit à petit on va faire en sorte. Et ce que font, enfin on l'a vu ça à la fois avec le Hezbollah et plus récemment avec les Iraniens. Du coup ils sont obligés de nommer d'autres personnes. Enfin là pour le coup, je pense à Poutine, peut-être être moins visible avec ses nominations. Il a de la réserve, mais effectivement moins visible. Vous savez ce qui est décidé aujourd'hui, c'est que la parade militaire marinière à Saint-Pétersbourg, elle est annulée. Elle est annulée. Ça y est. Être trop visible, ça peut apporter des ennuis quand même. Parce qu'ils craignent que pendant cette parade-là, Poutine lui-même peut devenir une cible. Mais ceci dit, il y a eu un nombre inhabituel d'officiers généraux qui ont été tués depuis le début de la guerre. Au début, ils commandaient, je crois, au portable parce qu'ils n'avaient pas les transmissions qu'il fallait, etc. Vous disiez une douzaine, c'est ça? Oui, c'est le 12e. Voilà, c'est le 12e. Je disais entre 10 et 15 à la louche. Voilà. Donc il y a quand même quelque chose. Alors ça peut vouloir dire aussi qu'ils sont courageux, qu'ils sont en première ligne. C'est sans doute le cas parce que c'est pas les Russes sont quand même courageux. Ça peut, mais en même temps, moi, ce que je retiens là. C'est un peu comme pour les Israéliens, c'est le renseignement. Parce que le tir du HIMARS, finalement, on donne les coordonnées, on appuie sur un bouton. Par contre, avant, il y a un renseignement. Et il peut être là à un moment, et puis il n'est plus là le moment d'après. Donc il y a une fenêtre de tir très étroite, et il faut que entre le renseignement et le tir, ça aille. Il y a beaucoup de progression dans le renseignement, parce que ces généraux qui ont été tués, effectivement, en assez grand nombre, au début de la guerre, c'est-à-dire les premiers mois de 2022, il l'était parce que, grâce aux satellites américains, on repérait les voitures des Jeeps russes, les Lada qui étaient équipés de beaucoup d'antennes. Donc si tu as beaucoup d'antennes sur ta voiture, c'est que tu as beaucoup de différentes radios et que donc tu es un très haut gradé. Et c'est comme ça qu'il est. Mais là, c'est une opération beaucoup plus forte, beaucoup plus maligne, puisqu'il s'agit effectivement de savoir exactement où est son QG, qui est forcément caché dans une ferme ou quelque part. Et est-ce qu'il est à ce moment même dans la ferme?
En fait, il est 19e général qui a été tué parce que les Russes, sur Wikipédia, ils ont la liste de tous les généraux. Et là, ils ont rajouté le 19e Gudkov. Et pour l'anecdote, pour continuer votre anecdote, au début, vous savez, il y avait les hauts gradés qui étaient tellement désespérés, tellement impossibles à coordonner les troupes qui étaient un peu perdues, qui se faisaient tuer. Vous savez pourquoi ? Parce que les Ukrainiens, quand ils voyaient quelqu'un qui avait un énorme bide, qui arrivait sur le front et qui gesticulait beaucoup, il comprenait que c'était un haut gradé qui engueulait les troupes et donc il descendait. À la mode un peu vieille soviétique. Hein. Et on a beaucoup dit que c'est les Américains qui retenaient le bras des Ukrainiens. Qu'à un moment donné, Biden, à l'époque, l'administration Biden avait dit doucement, tuer un peu moins de généraux, parce que voilà. Ils ont retenu les Ukrainiens sur beaucoup de points. Là, pour le coup, ce qui change aussi, c'est qu'on parle vraiment de renseignements humains. Ils dépendent de personnes extérieures pour ces renseignements humains, ce qui leur permet de les cibler sans demander permission, surtout. Alors ça, c'est le verre à demi-plein pour les Ukrainiens qui réussissent cette opération. Le verre à demi-vide, c'est la cessation des livraisons d'armes américaines, c'est-à-dire, je rappelle le contexte, pour celles et ceux qui nous rejoignent, on va prendre dans quelques instants le contenu côté américain de ce coup de fil entre Trump et Poutine. Les deux hommes sont parlé pendant près d'une heure et les Russes donnent des précisions sur la partie ukrainienne. Poutine aurait maintenu ses objectifs et disent les Russes, on verra ce que disent les Américains, la question de la fin des livraisons d'armes américaines à l'Ukraine n'a pas été abordée. Quoi qu'il en soit, elle est là et c'est un coup dur pour les Ukrainiens. Écoutez ces Ukrainiens qui dans la rue disent leur déception. Récemment, l'Ukraine a fait l'objet de nombreuses attaques de drones qui ont fait beaucoup de victimes. C'est pourquoi nous avons besoin de ce système. La situation sera très effrayante, encore plus douloureuse et plein de civils souffriront. J'espère vraiment qu'il s'agit d'une décision hâtive. Je ressens de la déception. Bien sûr que c'est une déception. Nous sommes habitués à percevoir l'Amérique comme un pays de valeurs, un pays qui défend la démocratie. Le Pentagone a suspendu les livraisons de certains missiles de défense aérienne, d'autres munitions de précision à l'Ukraine, en raison, dit-il, par crainte que les stocks d'armes américaines soient tombés trop bas. On peut peut-être voir la liste, et vous allez nous la commander, général. Obus de 155 mm, missiles HIMARS, missiles Hellfire, Patriot, Sparrow, Stinger. Alors, ce sont effectivement des vecteurs à haute valeur ajoutée, bien entendu tout ça. Alors, le Stinger, c'est un peu moins, c'est portable, c'est ce qui a permis de gagner la guerre d'Afghanistan. Mais quand on parle des Patriots, quand on parle des Sparrow, ce sont des missiles qui sont RR. Les missiles Hellfire, et pareil, sont des missiles anti-chars qui sont montés sur des hélicoptères, donc qui tirent à plusieurs milliers de mètres, etc. Et moi, j'ai tendance à croire militairement que les Américains ont un problème de stock parce qu'ils sont engagés actuellement au Moyen-Orient. C'est vrai vraisemblablement pour les Patriotes et qu'il n'est pas possible de couvrir tous les fronts. Donc ils choisissent. Du moment où ils sont obligés de choisir. Et choisir, c'est renoncer. Et effectivement, même les Américains, avec leur budget à 1000 milliards de dollars, peuvent avoir des problèmes de trucs. Et ça n'est pas une sanction des Ukrainiens. Ça, je n'y crois pas. J'ai beaucoup entendu dire ils arrêtent les livraisons. C'est pas toutes les livraisons. C'est un certain nombre d'armements critiques. Importantes. Notamment les Patriotes. Alors, moi, je rejoins ce que disait le général. Il faut comprendre, et c'est quelque chose. Enfin, moi, le premier rapport de ma connaissance qui en parle, c'est un rapport du GAO qui parle de ce problème de stockage et de tout ce qui va avec, c'est-à-dire un problème industriel, un problème de gestion, si vous voulez, du stock américain. C'est pas nouveau. On l'entend depuis Obama. Ça a un peu pris beaucoup plus d'ampleur avec la Syrie, avec l'Irak. Mais pardon, il y a quand même un choix, visiblement. Non, après il y a un choix. Trump veut envoyer ses patriotes à Israël plutôt qu'à l'Ukraine. Mais ça, c'est normal. C'est aussi pour leur propre base. Non, c'est aussi pour leur propre base. Les patriotes, par exemple, au Moyen-Orient, pour protéger les bases américaines, c'est normal, c'est leur boulot. Nicolas Conquer. À plus forte raison qu'on est dans un contexte vraiment d'alarme absolue par rapport aux menaces qui pesaient sur les bases américaines, sur les intérêts américains à travers le conflit entre l'Israël et l'Iran. Donc ça justifiait de sécuriser, mais également
de réassurer un déploiement sans doute vis-à-vis d'autres menaces qu'il pourrait y avoir en mer de Chine, autour de Taïwan. Et donc là, il y a une véritable, c'est la priorité, c'est la mission principale du Pentagone que de défendre les Américains et les intérêts américains. Donc en soi, qui réalisent leur mission, on voit qu'il y a une légère divergence entre ce qui est montré par le Pentagone et la ligne défendue par la Maison-Blanche. Vous voyez, ces dernières prises de parole de Donald Trump étaient très empathiques en faveur des victimes civiles qu'il y avait en Ukraine. Et il va sans doute y avoir un alignement là-dessus, peut-être un geste, mais c'est en rien conditionné avec l'appel qu'il y a eu aujourd'hui avec Poutine. D'ailleurs, même la retranscription qu'on a fait dans l'appel, pas ce que dit Peskov, mais dans ce que dit la retranscription de ce coup de fil, il n'en est pas mention, même si par ailleurs ils peuvent... Ça paraît quand même, beaucoup notamment d'Ukrainiens diront le fait que les États-Unis d'Amérique, la première puissance de la Terre, ne puissent pas protéger les villes ukrainiennes. C'est un choc pour eux. Il y a autre chose. Évidemment, je peux comprendre cette indignation, ce scandale. Évidemment, les bombes tombent. Il y a de quoi crier au désespoir. Mais qu'il y ait des intérêts nationaux à prioriser, c'est ce pourquoi Donald Trump a été élu, de réassurer la sécurité sur le continent américain, comme sur les intérêts dans la région du Golfe arabo-persique. C'est un changement stratégique, si vous voulez, de priorité des États-Unis. Par exemple, en 1944, la priorité des Américains, lorsqu'ils débarquent en Normandie, c'est de supprimer les bases de V1 et de V2 qui bombardent. Et c'est De Gaulle qui arrive à faire changer Bradley et Eisenhower, ça monte pas jusqu'à Roosevelt, pour dire il faut quand même envoyer des divisions libérer Paris. D'accord. Mais le but, au début, dans le plan, c'était ça, c'était la priorité. Empêcher d'aller au nord. Au nord, de passer, en fait, aller à Berlin en longeant la mer. Paris, on s'en moquait. Et c'est De Gaulle qui a réussi à convaincre Eisenhower et Bradley de faire autrement. Et là, donc c'était la priorité, c'était de protéger l'allié anglais. La priorité stratégique aujourd'hui de l'Amérique n'est pas de protéger l'Ukraine. Ça reste depuis tout temps de protéger Israël, ça c'est tout à fait certain, parce que c'est presque une question de politique intérieure aux États-Unis, la protection d'Israël. Mais c'est quand même, une terrible déception pour les Européens. Regardez les images de l'OTAN. Parce que Biden, après son discours de Varsovie, sa priorité était ce problème. Et là, regardez, c'est l'Indo-Pacifique. Regardez ces images, c'était au sommet de l'OTAN. Tout le monde a essayé de faire du charme à Trump. Alors là, c'est la famille royale néerlandaise, ça c'est un peu protocolaire, mais on a vu le secrétaire général de l'OTAN qui l'a appelé papa. Tout le monde a essayé vraiment de lui lécher les bottes, ça brillait, et ça n'a servi à rien. On se souvient aussi des messages privés de Mark Rutte qui ont été dévoilés par Trump, dans lesquels ils mettent encore un niveau de lèche-bot, pour être poli. Et ça n'a servi à rien. Ça ne sert à rien. Ouais. Ce qui me choque un peu là-dedans, c'est du lèche-bot, mais on ne trouve pas. Si on écoute aussi juste les discussions entre Européens, notamment sur cette question budgétaire, on a quand même des divisions qui montrent qu'on n'a pas appris les leçons sur notre propre autonomie stratégique.